Elles n'étaient pas comme ça. Quand ils étaient au lycée, elles n'étaient pas comme ça. Mais c'est seulement une fois à l'université que ces filles-là sont. Qui est-ce qui fait cela? On n'a pas tous cette force-là face aux difficultés de la vie. On n'a pas tous cette foi, cette patience de dire non, je ne vais pas faire cela pour. Donc c'est très très compliqué. Donc moi, le livre, je l'ai écrit au nom de ces jeunes-là. D'accord. Alors, des souvenirs d'une vie d'étudiant avec ses difficultés pour partager ça avec donc les lecteurs, évidemment pour attirer l'attention, pour interpeller aussi évidemment donc les autorités, mais aussi les étudiants. Mais alors, ce que je comprends pas, je dois le dire, c'est vrai, alors que il y avait quand même, enfin il y a, je ne sais pas, déjà c'est en quelle année que vous avez fait votre cycle universitaire? Entre 2009 et 2012. 2009-2012. Alors, moi j'ai tout de suite 2009-2012. Déjà à cette époque, je crois bien, il y avait déjà des bourses d'entretien. Oui, mais le problème avec les bourses d'entretien, c'est qu'elles ne suffisent pas. Elles sont très très minimes par rapport aux multiples problèmes auxquels on ne peut pas non plus donner des milliards pour des bourses. On a bien des bourses d'entretien. Oui, on c'est peut pas. C'est pas une vie de luxe qu'on peut faire avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un problème de gestion de ce qu'on donne? Je veux dire, si on vous donne 100 000 francs, il faut pouvoir vous organiser dans les 100 000 francs. Vous ne pouvez pas vivre avec 100 000 francs dans les mêmes conditions que si vous aviez un salaire de 2 millions. Ce n'est pas des salaires, hein? Ce n'est pas des salaires, mais un étudiant qui quitte sa famille pour venir dans un endroit où il n'a pas de famille, même 2 millions ne lui suffiront pas. Par mois? Par mois. On a des fonctionnaires qui ne sont pas payés à 2 millions. Oui, parce que enfin, je ne sais pas, mais... Vous savez, il y a un système il y a un nouveau système d'enseignement maintenant, là, le LMD, voilà, licence, master et doctorat, qui comment on appelle ça, qui préconise un peu la recherche, la formation, avec l'implication de l'étudiant. Voilà, l'implication de l'auto-formation. L'auto-formation, voilà, l'étudiant il a 105 heures à la maison. Avec le système de crédit d'enseignement. Voilà, d'enseignement et tout ça, et 45 heures avec les professeurs. Les professeurs ils viennent, ils donnent seulement les grandes lignes. Voilà, maintenant les autres 105 heures. Qui pousse l'étudiant à la recherche. À la recherche. Oui. Maintenant, toi, les petits 100 000 francs que tu reçois, ou je me rappelle plus, c'était 90 000, 80 à l'époque. Oui. Tu dois payer ton loyer qui coûte, disons, 70 000, 80 000. Et moi, là où je logeais, chaque année, la dame augmentait un pourcentage sur le loyer. Chaque année, elle augmentait. C'est comme si un peu le concessionnaire voulait un peu chasser les jeunes de la cité. Donc chaque année, il y avait une augmentation. Et toi, tu es confronté à ces problèmes-là. Parce que tu ne peux pas aller à l'université, tu n'as pas où dormir. Mais je veux dire, il y a souvent les étudiants trouvent toujours des solutions, on s'adapte. Je veux dire que plutôt que de prendre une chambre ou une cabine seule, on s'associe à 2 ou à 3 pour que ce qu'on paye nous revienne moins cher. Je parle comme ça parce que bon, j'ai entendu aussi des choses, j'ai entendu dire des choses où à 4, à 5 par groupe, chacun donne un peu et on organise les repas. Enfin, je veux dire, il y a cette solidarité-là entre les étudiants. Il y a cette solidarité-là. Mais cela ne change pas grand-chose. Parce que, imaginez-vous que moi, je viens à l'université, je dois payer mon loyer. Je sais que la bourse d'entretien que je vais recevoir là ne va pas couvrir mon transport pour le mois, ni le prix de mon loyer. Maintenant, je suis obligé de trouver autre chose, quelque chose d'autre qui me permettra de combler un peu le vide. Donc, qu'est-ce que l'étudiant fait? Il va dans un petit télécentre à côté, où il est à Madina, il est en train de se chercher. Il n'a pas le temps pour les cours à la fac. Et c'est un peu ce qui est grave. D'accord. Il n'a pas le temps de suivre les cours à la fac. Et le plus souvent, c'est un de tes amis, parce qu'il est un peu brillant, il est tout le temps présent. C'est lui qui fait ton devoir à ta place. Voilà, tu as ta moyenne. Et alors que en gros, tu ne connais absolument rien dans cette matière. Maintenant, tu sors de l'université, tu as validé toutes tes matières, tu as validé tous les crédits, tu as un diplôme, le bagage, tu as le diplôme, mais tu n'es pas compétitif sur le marché d'emploi. Et c'est ce qui est aussi beaucoup, beaucoup triste. Donc, c'est tout ce qui m'a poussé un peu à parler de ça, à insister que vraiment, au fait, c'est bien beau, la vie étudiantine est très, très belle. Et c'est aussi un tournant décisif, mais c'est vraiment compliqué.
Parce que je me rappelle, il y avait un monsieur qui m'avait dit à l'époque qu'au temps du feu président Ahmed Sékou Touré, avec tout ce que voilà, les uns et les autres disent au sujet du feu président, mais quand même, il s'est bien occupé de ses étudiants. C'est-à-dire, l'étudiant, il y avait des campus un peu partout dans les universités. Le jeune, il pouvait faire 1 mois, 2 mois. Il n'a pas besoin d'aller voir ses parents. Parce que voilà, l'État lui donne des chaussures, l'État l'habille, il mange bien. Même si la nourriture, la qualité n'était pas aussi comme ça, mais ils mangeaient quand même à leur faim. Donc je comprends pourquoi les gens de cette génération-là, aujourd'hui, ils ont un très bon niveau. Parce qu'ils étudient dans tout le confort qu'il faut. Les moyens sont mis à leur disposition pour leur permettre de se faire valoir. Contrairement maintenant à cette génération-là, nous, on n'a pas eu cette chance-là. Nous, on est venus, on a trouvé qu'il n'y a pas de campus dans les universités. On est venu, on a trouvé que si nous, on ne se lève pas, on ne sort pas l'argent de notre propre poche, on ne va pas pouvoir manger. On peut pas, et si on ne paie pas notre loyer, on risque d'être dehors. Et quand tu es dehors, tu ne peux pas étudier. Oui. Et quand tu as aussi faim, tu ne peux pas étudier. Alors, vous pensez vraiment que, enfin oui, je ne sais même pas que vous pensez, toutes ces conditions-là, on dit, toutes ces situations que vous décrivez dans l'ouvrage ne sont pas de nature, d'après vous, à une bonne formation des étudiants? Non. Non, beaucoup ont abandonné. Ah oui, il y a des cas d'abandon. Oui, il y a des cas d'abandon. Beaucoup d'étudiants ont abandonné. Ils ont carrément abandonné jusqu'à présent. D'autres sont lancés dans d'autres secteurs parce que, voilà, à force de chercher le savoir, on ne gagne pas le savoir, on se cherche. C'est ceux qui se disent. Donc, les plus courageux, les plus ténaces ont tenu le coup. Mais même eux, ils sortent de l'université, mais pas avec... avec des trous. Avec des trous. Alors, vous parlez de la triste vie, la si triste vie des étudiants. Bon, j'avais envie de dire que c'était un peu exagéré, mais vous avez vos raisons. Pourquoi vous trouvez que c'est si triste? Je veux dire, on le dit en langage courant que le bonheur est au bout de l'effort, qu'on est à traverser des épreuves, des épreuves dures, de dures épreuves. Est-ce que ce n'est pas un élément qui peut aider à forger le caractère de l'adulte de demain? Je dis, ça c'est, il y a même dans nos sociétés des rituels dont l'objectif est de faire éprouver l'enfant ou le jeune pour lui forger des caractères afin qu'il puisse faire face à des difficultés. Parce que bon, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, je partage votre avis, mais sauf que le problème, ce qui fait un peu la particularité ici du cas de l'étudiant guinéen, c'est que comparativement à l'étudiant sénégalais, ivoirien, au fait, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est que être étudiant, bon, même si c'est une belle vie et tout ça, il y a des difficultés partout. Même ceux qui sont dans des grandes universités, même en France, aux États-Unis, il y a des difficultés. L'étudiant il est forcément confronté à ces difficultés-là. Mais le problème, vous pensez qu'il y a une particularité de la vie étudiante, de la vie estudiantine guinéenne, qui a ces particuliers. La galère de la vie de l'étudiant, c'est partout, comme vous dites, partout dans le monde. Mais vous pensez quelle est la particularité du cas guinéen pour l'étudiant guinéen? Parce que si je prends par exemple, comment on appelle, si je prends le Sénégal, les étudiants sénégalais, ils sont à l'université. Il faut vous méfier de ce que vous entendez. Vous avez dit que vous entendiez que l'université était bien, mais quand vous y êtes allé, ça là, vous avez appris. Là, nous étions sur le terrain. Là, nous étions étudiants. On voyait les choses, on se renseignait. On faisait des recherches. Une fois, il fait un moment, les étudiants sénégalais, je ne me rappelle plus quelle année, mais nous étions encore étudiants, où ils se sont révoltés un peu par rapport à, je sais pas, à la nourriture qu'on leur donnait un peu, disons, à l'université, dans les campus. Je ne sais pas si c'était la qualité de la nourriture qui n'était pas bonne ou si c'était parce que chaque fois, ils mangeaient la même nourriture. Maintenant, nous étions là, on a entendu ça, on dit, ben, eux, ils ont de la chance. Eux, ils sont en train de se plaindre par rapport à la qualité d'une nourriture. Vous n'avez même pas. On n'a même pas cette nourriture-là. D'accord. Vous voyez un peu. Au fait, c'est ce qui fait un peu la particularité. Moi, je me dis, si l'étudiant guinéen, s'il y a les campus, les universités ont des campus, si l'étudiant, il mange un peu à sa faim, le reste, il pourra joindre les bouts.
ventre vide, sac vide, comme on le dit, sac vide ne peut pas tenir debout. Et le problème de l'étudiant, c'est en gros ça. C'est ce qui pousse ces jeunes filles-là, ces jeunes étudiantes-là à se prostituer. C'est ce qui pousse, surtout quand tu viens à l'université, il y a aussi ce problème-là. Tu viens à l'université, tu vois ton ami qui a une nouvelle paire de chaussures, et toi, tout le temps, tu viens avec le... En fait, ça joue un peu dans le subconscient. Tu as envie aussi de t'acheter une nouvelle paire. Ça, c'est le cas un peu des jeunes filles. Donc, quand elles voient ça, peut-être à un moment, elles disent non, j'en peux plus. Il faut que je trouve aussi une solution. Tout ça, au fait, c'est l'ensemble de tous ces problèmes-là qui me font dire que, au fait, si les autorités se penchaient un peu sur, disons, sur tous ces problèmes qui sont proposés, parce que moi, au fait, nous, on essaie d'apporter des solutions. On propose des solutions. D'accord. Voilà, on propose des solutions. Parce que vous avez vécu des situations. On a vécu des situations. Et ça a marqué au point même d'en faire un ouvrage. Donc, un ensemble de souvenirs sur la vie à l'université. Et ça, tout ça, l'histoire s'est déroulée à l'université générale Lansana Conté de Sanfonia, donc l'une des plus grandes, je crois la plus grande université donc, du pays. C'est une université publique. Hein. Vous êtes arrivé là-bas donc boursier de l'État, mais vous dites que ces bourses n'étaient pas conséquentes, donc en gros ne n'aidaient pas à grande chose. Hein. Et donc du coup, il y a quelque chose qui est frappant aussi, c'est que vous parlez vous classifiez les douleurs. C'est-à-dire que vous parlez des difficultés, des galères et tout, mais vous classifiez, vous parlez des 3 douleurs. Oui. Parlez-nous de vos 3 douleurs. Bon, en temps normal, normalement, au fait, ce chapitre-là ne devait pas, disons, figurer dans le passé. C'était quelque chose de très, très personnel. D'accord. Je vous l'avais dit un peu tantôt, je disais que j'étais venu à Conakry avec une santé un peu fragile. Oui. Voilà, j'étais venu, j'étais convalescent, parce que j'avais subi une intervention. Mais vous avez même commencé vos problèmes avant même d'arriver à l'université. Oui, j'avais subi une intervention chirurgicale quand j'étais à Bouquet. D'accord. Voilà. Donc, puis c'est un peu compliqué. Après, voilà, j'avais mon pied qui s'était enflé, la jambe gauche qui s'était enflée. Ah oui. Voilà, il y avait, vous savez, après l'intervention chirurgicale, il y a la plaie interne, il y a la plaie aussi interne qui prend aussi du temps à se soigner, à guérir. Donc il y avait ça et il y avait ce problème, il y avait ces difficultés-là aussi auxquelles j'étais encore confronté. C'est que avec toutes ces douleurs-là, il y avait cette difficile vie de l'étudiant guinéen qui était venu aussi s'ajuster à ça. Mais... Donc moi, ça m'a marqué parce que moi, j'avais tellement souffert durant ma maladie que, au fait, une seule fois, je n'avais imaginé que j'allais fouler le sort de l'université. Je pensais que peut-être, bon, je ne vais pas rester trop, c'est pas être pessimiste, mais je me suis dit peut-être, bon, je vais être repassé d'ici là. J'avais beaucoup souffert. Donc c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Donc le fait d'en parler, voilà, m'a beaucoup aidé après. Super. Donc, le fait de parler de ces souvenirs, quoique difficiles, souvenirs d'étudiants, a fait beaucoup de bien donc, à notre auteur. Ibrahima Mbemba Barry nous a fait le plaisir de nous tenir compagnie, mesdames et messieurs, pour un entretien. On a fait la causette autour de son ouvrage Dur d'être étudiant, donc un ouvrage qui est une espèce de mémoire. De mémoire, on va dire comme ça, et il a écrit ses mémoires d'étudiant, en gros, donc sur la vie. Et l'ouvrage parle vraiment de toutes ces difficultés, forcément qu'on peut entendre parler, mais à le lire dans l'ouvrage, effectivement, on est interpellé, nous, on a été interpellés. Notre attention a été attirée sur cette difficulté et donc on a voulu recevoir l'auteur qui nous a fait le plaisir de venir. À présent, mesdames et messieurs, on va passer à la deuxième rubrique. Donc il s'agit du marque-page autour de l'ouvrage Dur d'être étudiant d'Ibrahima Mbemba Barry. Donc, marque-page, nous allons commencer tout de suite. Je vais demander à l'auteur d'ouvrir à une page quelconque et puis on va plonger dans l'ouvrage. Vous ouvrez à une page quelconque, on va lire un extrait. Voilà, merci. Allez, voilà, c'est moi qui vais choisir où je vais. Je peux commencer par la droite. Nous sommes à la page 39 de l'ouvrage Dur d'être étudiant d'Ibrahima Mbemba Barry. Nous nous installâmes sur le banc en pierre
que Douma nous indiqua. On n'était toujours pas sorti de l'enceinte de l'université. Je lui ai donné des galettes cuites et un sachet de bissap que j'avais acheté chemin faisant. Il les mangea avec appétit. C'est alors qu'il se mit à me raconter son incroyable aventure. Je tendis les oreilles avec attention. Je suis maintenant l'unique garçon sur lequel compte ma pauvre mère après le décès de mon père et tous mes frères aînés. L'autre qui demande, tu es le survivant, risquai-je en l'interrompant. Le seul survivant et dernier né de ma mère en même temps, le dernier qui respire encore, l'unique enfant dont la réussite sera aussi et surtout celle de sa mère. Tu sais, Barry, mon père vivait encore quand le bac sortit. Il était très heureux de ma réussite, lui qui, pas une seule fois de sa vie, n'avait foulé le chemin de l'école. Et ta mère? Je parie qu'elle devait être plus heureuse encore. Elle était la plus heureuse. Oui, elle fait quoi, ta mère? Elle ne vit que du commerce. La passion que j'avais pour les études était telle que, malgré ma difficile situation, j'étais toujours parmi les meilleurs. Ceux qui pensent que c'est l'argent qui fait l'effort se trompent largement. Bien sûr, il contribue pleinement dans la vie de l'homme, mais ne fait pas du tout son bonheur. Mon seul bonheur à moi était la santé. La pauvreté extrême de ma famille faisait que j'avais presque tout le temps le ventre vide, surtout quand, après les récoltes, mon père s'apercevait que les nombreux efforts qu'il avait fournis dans les travaux champêtres étaient réduits au néant et que maman se plaignait d'avoir perdu son marché. Peut-être que tu te demandes sûrement comment je faisais pour manger. En fait, fin de citation, c'était un extrait. Et évidemment, effectivement, chaque fois qu'on lit un passage, on a affaire à une situation. C'est vous qui racontez ce que vous avez vu, mais c'est aussi un ouvrage qui raconte beaucoup d'autres histoires. Et évidemment, entre étudiants, et même pas qu'entre étudiants. Quand les gens se rencontrent, on se frotte, chacun explique son histoire. C'est aussi l'histoire des familles. Je veux dire, un étudiant qui est dans une université vient d'une famille et donc il vient avec lui l'histoire de cette famille et ce n'est pas toujours des histoires simples. On va passer donc à un autre extrait, mais là cette fois-ci c'est moi qui vais ouvrir, je vais essayer d'aller un peu vers la fin. Allez, on est la page 74. Un soir, pendant que je faisais la prière du crépuscule à la maison, j'en étais à la deuxième rakate. Une fois, je reprends, page 64. Un soir, pendant que je faisais la prière du crépuscule à la maison, j'en étais à la deuxième rakate, une voix retentit dehors. Le tableau a parlé, le tableau a parlé. Je faillis sortir de la prière pour crier et sauter de joie, mais me retins juste à temps et de justesse. Je priais plus rapidement pourtant cette fois. Quand je finis de prier, je pliai ma natte, non sans avoir oublié de remercier Allah de nous avoir toujours aidés à nous accrocher pendant nos moments les plus durs et à prier aussi pour oncle Djouja, longtemps immobilisé par cette étrange fracture de jambe, vieille de 5 ans maintenant et refusant de guérir. Après cela, j'ai décidé d'aller m'embarquer dans un taxi pour Symphonia Gare, histoire d'aller passer la nuit chez mon oncle qui n'y était pas. Il était parti faire visiter sa jambe cassée au Maroc. Il y avait à la maison que sa femme et les enfants. Je devais donc passer la nuit là-bas, dans le salon où m'attendait mon lit, jusqu'à son retour du Maroc. Fin de citation. Alors, je vais passer à un autre. Et puis, alors, là, ça, il faut peut-être dire deux mots. Cet extrait-là, et me semble, enfin, voilà, il y a beaucoup d'émotions. On est tenu par des choses. Je disais tout de suite que vous racontez une histoire. Dans cette histoire, il y a d'autres histoires qui émergent et ce n'est pas toujours des histoires simples. Apparemment, il y avait donc un oncle qui avait eu un accident, une jambe cassée. Oui, l'oncle sur lequel j'avais atterri quand vous êtes arrivé, avant de quitter, mais qui souffrait de
de sa jambe cassée et vous partez pour rendre visite. Hein. Donc, il était parti au Maroc pour se faire soigner. Surtout, j'étais en train de prier et puis j'ai entendu le tableau à parler. Donc, pour ceux qui ont fait son phone, pour tous les étudiants déjà qui vont se reconnaître, ça veut dire une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que maintenant, les bourses d'entretien maintenant sont disponibles. C'est affiché, les noms, c'est affiché, tout ça maintenant. Donc, c'est pour vous dire combien de fois c'est compliqué. Parce que non seulement les bourses d'entretien, elles sont minimes, mais elles ne viennent pas aussi à temps. Oui. On pouvait faire 2 mois sans recevoir de bourse d'entretien. Oui. Imaginez un étudiant maintenant qui ne compte que sur cette bourse d'entretien-là. Oui. Imaginez un peu la difficulté. Oui. Mettez-vous un tout petit peu à la place de cet étudiant qui est obligé maintenant de s'accrocher à autre chose en attendant que cette bourse d'entretien-là ne vienne. Et la bourse d'entretien aussi vienne, on les reçoit avec quelles conditions? Il y a même un chapitre qui parle spécialement de ça. Oui. Voilà, les étudiants qui sont là, qui sont alignés sous le chaud soleil, on peut attendre 1 heure, 2 heures de temps, on attend que les fenêtres soient ouvertes et puis qu'on commence à... Souvent même il y a des coups de poing, il y a des bagarres. Oui, parce qu'il y a une mauvaise organisation pour gérer tout ça. Pour gérer tout ça. Oui, dur d'être étudiant. Voilà, c'est le titre de votre ouvrage. Au début, je m'étais dit, mais pourquoi il a titré ça dur des étudiants? Mais c'est une fois qu'on lit l'ouvrage, on dit non, on ne pouvait pas trouver meilleur titre que ça. Allez, les étudiants guinéens souffrent le martyre aussi, ils crèvent la faim. C'est ce qui est expliqué. C'est un ouvrage témoignage parce que les faits sont vécus par l'auteur lui-même et c'est ce qu'il raconte. C'est tout un hommage aussi à tous ces étudiants qui sont passés par là, qui ont vécu la galère comme c'est écrit dans votre ouvrage, mais qui malgré tout ont tenu bon pour passer les diplômes. Mesdames et messieurs, dur d'être étudiant, c'est donc le titre de l'ouvrage que nous avons eu le bonheur de vous proposer. Effectivement, au début, alors moi je m'étais demandé pourquoi il a mis dur d'être étudiant comme titre, mais quand on lit cet ouvrage, mesdames et messieurs, on vous invite à le lire, et bien on s'aperçoit effectivement qu'on ne pouvait pas trouver meilleur titre que dur d'être étudiant. À présent, mesdames et messieurs, nous allons passer à la troisième et dernière rubrique pour le compte de cette émission parenthèse. Alors, il s'agit des questions que les téléspectateurs posent à l'auteur. Monsieur Ibrahim Mbemba Bari, bonjour. Bonjour. Moi, ma question est la suivante. Je voudrais savoir quels sont malgré tout les bons moments que vous avez gardés en souvenir de votre vie d'étudiant. La solidarité. La solidarité entre les étudiants. Et ça m'a beaucoup touché. Au fait, pendant les moments difficiles, pendant les moments durs, les étudiants qui se retrouvent, qui se serrent les coudes, qui ne se lâchent pas, qui se comprennent, chacun se met à la place de l'autre pour essayer de lui apporter un plus. Parce que moi, je me rappelle une fois, une petite anecdote, j'étais dans ma chambre, il y a une de mes voisines qui est venue toquer à ma porte pour me demander un peu d'argent et quelque chose comme ça. Mais en échange de quelque chose. En fait, quand elle me l'a dit, ça m'a vraiment choqué. J'étais étonné, je me disais, mais comment est-ce possible qu'une jeune fille comme ça vienne demander à un homme proposer de vendre ses chambres à un homme pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir un peu d'argent et tout. Donc, j'ai dit à la jeune fille que, bon, elle n'était pas obligée de faire cela. Heureusement, j'avais un peu de sous à côté et je lui ai remis cet argent-là. Et puis, depuis, on est devenu une sorte de famille. Et moi aussi, je me suis aussi retrouvé dans des situations très, très difficiles où aussi des jeunes, des amis aussi m'ont aidé aussi à sortir aussi de ces difficultés-là. Donc, c'est vraiment ce que je retiens. Cette unité, cette solidarité, cet amour-là entre les jeunes qui se serrent les coudes face aux difficultés qu'ils rencontrent. Voilà. Bonjour, Monsieur Bari. Bonjour. Auriez-vous, mais vraiment de façon très brève, un message à adresser aux étudiants et aux autorités au vu de votre expérience de vie d'étudiant? Alors, le message que j'ai adressé aux autorités, c'est de se pencher un peu aux problèmes des étudiants. Les étudiants, ils ont assez de problèmes. Il n'y a pas de campus dans les universités. C'est très, très compliqué. Les bourses d'entretien sont minimes. Les étudiants, ils sont en train de vivre un calvaire ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir le martyre. Donc, essayer de pallier un peu ces problèmes
Et je dis, les étudiants aussi n'ont qu'à un peu, disons, c'est vrai que c'est dur, mais ne baissez jamais les bras, accrochez-vous, tenez le coup et ne lâchez pas. C'est vrai que c'est dur, c'est pas facile, mais ne vous servez pas de ces difficultés-là pour ne rien faire. Donc accrochez-vous et j'espère que les problèmes qui sont soulevés dans ce livre, qui sont proposés dans ce roman-là, seront résolus. Inch'Allah. Ibrahima Mbemba Bari, merci. Merci beaucoup. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, le plaisir pour nous a été immense de partager ces moments avec vous et on est très heureux, comme toujours, de vous savoir toujours plus nombreux à nous suivre. Mesdames et messieurs, notre émission parenthèse pour le compte d'aujourd'hui avec M. Ibrahima Mbemba Bari, que je serre la main pour la fin de l'émission. Eh bien, je vous dis au revoir et à la prochaine pour un autre numéro, évidemment avec un autre auteur. Au revoir.